La neige tombait depuis le matin. Non pas de doux flocons, mais des nappes épaisses et suffocantes qui enterraient les trottoirs et réduisaient au silence les rues de Valombre, une ville si petite qu'elle n'apparaissait même pas dans les bulletins météo locaux. Le seul son qui osait percer le cri du vent était la cloche rouillée au-dessus de la porte du restaurant, qui retentissait en se refermant derrière elle. Amara Daniels, 25 ans, expira un nuage de buée chaude dans la nuit glaciale. Elle resserra son manteau usé sur sa poitrine, son écharpe enroulée 2 fois autour de son cou. Sa peau, lisse et sombre comme un sirop de minuit, était rougie par des heures passées à récurer la vaisselle et à jongler avec les plateaux. Ses doigts lui faisaient mal, mais ses pas étaient assurés. Elle suivait le même chemin chaque nuit depuis le restaurant, passant devant des magasins aux volets fermés et des lampadaires vacillants, ses bottes faisant craquer la neige qui s'était transformée en gadoue. Le froid lui mordait les os, mais elle ne se pressait pas. Elle ne se pressait jamais. Pas depuis qu'elle avait quitté l'université. À l'époque, elle était Amara Daniels, étudiante en 2e année d'éducation de la petite enfance, avec des plans de cours scotchés au mur de sa chambre d'étudiante et une bourse épinglée sur le réfrigérateur de sa mère. Mais lorsque le cœur de sa mère a commencé à lâcher, lentement d'abord, puis d'un seul coup, Amara a fait son choix. Les livres étaient devenus des factures, les salles de classe des cuisines. Maintenant, elle servait des œufs à des hommes qui ne la regardaient pas dans les yeux et nettoyait des tables pour des pourboires qui couvraient à peine l'insuline et le loyer. Le restaurant était un sinistre rectangle de néon et de peinture écaillée. Le grill de Margot, où Barreau dirigeait la cuisine comme une guerre oubliée. Il était grand, large, et d'épaules, avec une mâchoire de pierre et des yeux qui n'avaient pas souri depuis bien avant la saisie. On disait qu'il avait possédé 3 restaurants. Maintenant, il portait des tabliers tachés de graisse et disait à Amara de ne pas avoir l'air si pleine d'espoir. Ça met les clients mal à l'aise. Il ne prononçait jamais son nom. Il l'appelait « toi » ou pire, la fille. Amara tourna au coin de la rue près de l'ancienne école quand elle l'entendit. Un son doux, étouffé, un gémissement. D'abord, elle crut que c'était encore le vent, tissant sa tristesse à travers les arbres. Mais il revint, plus proche maintenant, piétinant et réel. Ses yeux se dirigèrent vers le virage de la route devant elle. Des phares clignotaient à travers la neige, du verre brisé captant le clair de lune. Un barrage de police brillait d'une lueur orange sous les gyrophares, projetant des ombres étranges sur l'asphalte. Une berline déformée gisait au pied d'un poteau téléphonique, de la vapeur s'échappant de son capot comme une créature mourante. Des officiers se tenaient autour, parlant à voix basse. Un corps était recouvert d'une bâche blanche près du fossé. 2 brancards étaient chargés dans des ambulances. Pas de cris, pas de pleurs, juste le silence. Puis elle les vit. 2 enfants étaient aussi, recroquevillés dans la neige derrière le barrage. Pas de veste, pas de bonnet, juste de la peau, de la peur et une fine couche de givre qui se formait dans leurs cheveux. Le garçon semblait avoir 12 ans, peut-être moins, serrant la fille, pas plus de 8 ans, contre sa poitrine. Son visage était rouge d'avoir pleuré, ses yeux vides, ses mains nues. Personne ne les remarquait, ou peut-être que personne ne s'en souciait. Un officier jeta un coup d'œil dans leur direction, puis se retourna vers son calepin. Une femme en parka murmura « Pauvre petit » et continua son chemin. Un homme alluma une cigarette. Amara se figea. Son pouls battait fort dans ses oreilles. Elle ne bougea pas pendant 3 secondes. Puis elle s'avança dans la neige, dépassant la ligne. « Hé !» chuchota-t-elle en s'agenouillant devant eux. « Vous êtes gelés !» Le garçon tressaillit, serrant la fille de plus fort. « Ne la touchez pas. »« Je ne le ferai pas, je le promets. » La voix d'Amara s'adoucit. « Je m'appelle Amara. Je travaille juste au bout de la rue. » La fille la regarda à travers ses boucles emmêlées. « Où est-ce votre maman ?» demanda doucement Amara. Le garçon ne répondit pas. Elle regarda de nouveau la scène. La bâche, la berline. Son souffle se coinça dans sa gorge. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle plus pour elle-même que pour eux. Alors elle fit ce que personne d'autre n'avait fait. Elle ouvrit les bras. « Je ne vais pas vous laisser, » dit-elle. « Pas ce soir. » La fille se pencha la première, lentement, prudemment, comme un chaton blessé testant la paume d'un étranger. Puis le garçon. Il ne pleura pas, il se blottit simplement contre sa poitrine avec une sorte de fureur silencieuse, comme s'il savait que ce monde ne lui devait rien. Amara les serra tous les 2 alors que la neige tombait plus fort, trempant son manteau,
engourdissant ses genoux. Elle les berçait, murmurant des mots vides de sens comme « Tout va bien maintenant, je vous tiens ». Ses mains tremblaient, mais elle ne se retira pas. Derrière elle, le journaliste du Valombre-Post fit une pause, leva son appareil photo. L'obturateur cliqua. Le flash brilla d'un blanc éclatant dans la nuit tombante. Plus tard, les secouristes prirent les enfants en charge. Ils demandèrent mine et noms. Amara ne les connaissait pas. Elle savait seulement que la fille avait cessé de trembler et que le garçon, Eli, apprendrait elle plus tard, l'avait regardée une dernière fois avant d'être emmenée, comme s'il essayait de se souvenir de son visage. Elle resta seule au bord de la Seine, trempée jusqu'aux os, trop froide pour bouger. Mais son cœur brûlait comme une lanterne. La ville oublierait cette nuit-là, mais la neige jamais, et Amara non plus. Tout commença 3 nuits après l'accident. Amara était en train d'essuyer le comptoir bien après que le dernier client fut parti et que le bourdonnement de la machine à café se fut tu. Le restaurant sentait la vieille graisse et le pain grillé brûlé. Une odeur familière, sinon réconfortante. Dehors, le vent faisait vibrer les fenêtres. La tempête était passée mais avait laissé derrière elle des tas de neige recouverts de glace. La plupart de la ville dormait, mais Amara ne regardait pas l'horloge. Elle surveillait la porte de derrière. On frappa doucement une fois, puis 2. Elle ne sursauta pas. Elle attendait. Enlevant son tablier, elle se dirigea vers la cuisine, passant devant le réfrigérateur qui y vrombissait, et attrapa un paquet enveloppé dans une serviette en papier d'un sac en craft qu'elle avait préparé des heures auparavant. Ce n'était pas grand-chose. La moitié d'un croque-monsieur, 2 œufs durs, une poignée de purée de pommes de terre et le dernier coin d'un muffin aux myrtilles que quelqu'un n'avait pas touché. Pas des déchets, juste des restes non désirés. Elle entr'ouvrit la porte. Ils étaient là. Eli se tenait devant, les épaules carrées comme s'il se préparait à un rejet. Son manteau n'était pas à sa taille, probablement récupéré dans un bac de charité. Il pendait lourdement sur sa silhouette trop mince, les manches couvrant ses doigts. Léna se cramponnait à son côté, les yeux grands ouverts, mais pleins d'espoir. Amara sourit. « J'espère que vous avez faim. » Le paquet changea de main sans un mot. Et puis la plus petite des choses. Le visage de Léna s'illumina. Pas un grand sourire, rien de spectaculaire, mais une lueur comme la flamme d'une bougie qui vacille. Amara les regarda se dépêcher de repartir dans l'obscurité, retournant là où ils se cachaient. Elle ne demanda rien. Elle ne voulait pas savoir. Si elle savait, elle ne dormirait plus jamais. La nuit suivante, ils revinrent, et la suivante. Aucun mot n'était nécessaire. Elle leur tendait juste la nourriture, un signe de tête par-ci, un murmure de remerciement par-là, et toujours cette façon qu'ils avaient de dévorer le pain comme s'il pouvait disparaître en fumée s'ils ne mangeaient un repas assez vite. Mais la 6e nuit, Eli s'attarda. Il ne la regarda pas directement quand il parla. « Je peux travailler ?» Amara cligna des yeux. « Quoi ?»« Je peux nettoyer ou sortir les poubelles. Vous ne devriez pas avoir à nous nourrir pour rien. » La façon dont il le dit, si ferme, si adulte, la frappa. Il ne mendiait pas, il offrait, négociant avec le peu de fierté qu'un garçon de 12 ans pouvait encore conserver après avoir vu ses parents mourir dans la neige. « J'apprécie vraiment, dit-elle doucement, mais tu es trop jeune. S'il te voit ici, je pourrais me faire renvoyer. » Sa bouche se serra en une ligne dure. « Mais je peux aider. Je sais, dit-elle en s'agenouillant un peu. Vous le faites déjà en venant, en restant en vie. C'est plus que suffisant. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme s'il voulait argumenter, mais il se retint, hocha simplement la tête, serrant le sac en papier chaud contre sa poitrine. Léna se tenait derrière lui, traçant des formes dans le givre sur la porte. Puis, comme ça, ils disparurent dans le noir. Cela aurait dû s'arrêter là, une gentillesse secrète, un échange fugace. Mais les secrets à Valombre ne restaient pas silencieux bien longtemps. Barreau les vit. Elle n'avait pas voulu que cela arrive. Il devait être resté tard pour l'inventaire ou pour compter les pièces. Elle avait à peine y entr'ouvert la porte quand sa voix tonna de derrière l'embrasure de la cuisine. « Alors, c'est ce que tu fais avec nos restes. » Amara se raidit. Lentement, elle se retourna, cachant le sac derrière son dos. « C'est de la nourriture que personne n'a mangée. Ça aurait fini à la poubelle. » Ses bottes résonnèrent alors qu'il s'approchait, ses doigts épais pointés comme des accusations. « Tu crois que c'est une œuvre de charité, hein? Tu veux jouer les sauveuses? Utilise ta propre foutue cuisine. Ce sont des enfants, Barreau. Pas mes enfants, pas ta responsabilité non plus. » Il se pencha vers elle, son haleine chaude et haineuse. « Tu veux garder ce travail? »
Tu arrêtes de distribuer des trucs gratuits comme ta mère, Thérèse. La prochaine fois que je t'attrape, tu es dehors, compris ?» Elle ne répondit pas. Il aboya. « Est-ce que tu as compris ?» Elle hocha la tête une fois, lentement. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Sa mère, et le remarqua. Bien sûr, même à travers la porte qui grinçait de leur appartement partagé, même en tricotant à la faible lueur jaune de la lampe du couloir, maman remarquait toujours tout. « Je ne veux pas que tu t'inquiètes, » dit Amara en l'aidant à se coucher, ajustant les oreillers sous son dos. « Ce n'est rien. »« Tu ne mens que quand c'est quelque chose, » dit sa mère, la voix faible mais calme. « Alors, dis-moi. » Alors Amara le fit. Elle lui raconta tout, l'accident, les enfants, la nourriture. Barreau. Sa mère écouta tranquillement, le rythme des aiguilles ralentissant jusqu'à ce qu'enfin elle tende la main et prenne celle de sa fille. « Tu te souviens de ce que je disais à mes élèves ?» murmura-t-elle. Amara sourit faiblement. « Tu leur disais beaucoup de choses. Je leur disais ceci. Quand tu aides quelqu'un au moment où il en a le plus besoin, tu changes le reste de sa vie, même s'il ne le sait pas encore. » Des larmes piquèrent le fond des yeux d'Amara. Elle serra la main de sa mère. « Je ne voulais juste pas qu'ils se sentent invisibles. »« Tu les as vus, » dit sa mère. « C'est assez pour allumer un feu dans le froid. » La nuit suivante, Amara ne prit pas les restes. Elle paya pour la nourriture ce qu'elle pouvait se permettre, généralement quelque chose de petit, parfois juste un sandwich partagé entre 2 sacs en papier. Elle l'emballa discrètement, l'étiquetant comme « déchets » pour éviter les questions. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chaud, c'était suffisant. Et puis une nuit, Léna lui tendit quelque chose, un carré de laine informe et inégal, bleu, rêche, grossièrement cousu, une écharpe. « On l'a faite, » dit-elle doucement, jetant un coup d'œil par-dessus le bord du comptoir. « Élie a aidé. Vous nous avez donné de la nourriture chaude. On voulait vous donner quelque chose de chaud aussi. » Amara la tint comme un trésor, sa gorge, se serra autour des mots qu'elle voulait dire. Elle enroula l'écharpe autour de son cou et sourit, des larmes brillant dans ses yeux. « Merci, » murmura-t-elle. « C'est le cadeau le plus chaud que j'ai jamais eu. » Élie ne dit rien, croisa simplement les bras, mais il y avait une pointe de fierté dans son menton, une lueur de quelque chose de plus que la survie dans ses yeux, quelque chose qui commençait à grandir. Ce fut un dimanche matin au début du printemps, lorsque le monde, juste pour un instant, bascula. Le ciel était exceptionnellement clair, baigné d'un or pâle et adouci par une brise qui laissait présager la fin de l'hiver. La cloche au-dessus de la porte du restaurant n'avait pas encore sonné. Amara mettait les tables en place, fredonnant pour elle-même tout en remplissant les sucriers et en redressant les chaises. Elle était fatiguée, mais c'était ce genre de fatigue tranquille qui lui donnait le sentiment d'être utile. L'écharpe que Léna lui avait donnée était toujours accrochée au porte-manteau, délavée maintenant, les bords effilochés, mais elle refusait de la laisser à la maison. C'était son talisman. Puis on frappa. Pas à la porte de derrière, pas le léger tapotement codé qu'elle avait appris à attendre pendant ces nuits froides, mais un coup audacieux et rythmé à la vitre de devant. Elle se tourna, et pendant un moment magnifique et impossible, elle ne put parler. Ils se tenaient là, encadrés par le soleil du matin, comme des personnages sortis d'un rêve. Élie portait une chemise à col qui lui allait enfin, un jean propre, des chaussures cirées. Léna portait une robe jaune sous un manteau gris, ses tresses nouées de rubans rose pâle, ses joues aussi vives que des pommes. Ils avaient l'air neufs, pas d'une manière superficielle, mais d'une manière profonde et radieuse, comme s'ils avaient enfin passé une nuit complète dans un lit qui était vraiment le leur. Amara ouvrit la porte lentement. « Vous deux ? » ?»« Quoi ? » ?»« Nous sommes venus dire au revoir, » dit Élie. Son cœur chuta et s'envola en même temps. « Au revoir. » Léna hocha la tête, les yeux brillants. « Notre tante, la sœur de maman. Elle nous a trouvés. Elle vit au Canada. Elle a vu la photo, celle du journal. » Le souffle d'Amara se coupa. Cette photo, celle que le journaliste avait prise la nuit de l'accident. La nuit où elle s'était agenouillée dans la neige et les avait tenus comme s'ils étaient les siens. Elle n'y avait pas pensé depuis des mois, mais quelqu'un d'autre l'avait fait. Quelqu'un qui se souvenait, quelqu'un qui s'en souciait. « Elle est venue la semaine dernière, » ajouta Élie. « Les formalités légales ont pris quelques jours, mais elle nous ramène avec elle aujourd'hui. » Amara pressa ses doigts sur ses lèvres. Pendant un instant, elle ne sentit plus le sol sous ses pieds. Ils partaient, pas seulement de la ville, mais de l'ombre qu'elle avait projetée sur eux, et ils souriaient.
Nous voulions vous voir une dernière fois, dit Léna. Puis, sans un autre mot, elle plongea la main dans son manteau et en sortit quelque chose enveloppé dans du papier ciré. Mais ce n'était pas de la nourriture. C'était plat, rectangulaire et légèrement plié au coin. Elle le déballa lentement. Un dessin, fait main au crayon de couleur, aux bords bruts, mais plein d'âme. Une silhouette au milieu d'une tempête, peau sombre, yeux bienveillants, bras étendus comme des ailes. Derrière elle, 2 petites silhouettes blotties sous l'abri de ses bras. La neige tombait autour d'eux, mais aucune ne les touchait. Le ciel sur le dessin brillait. « Vous, » murmura Léna en le plaçant dans les mains d'Amara, « vous étiez notre ange cette nuit-là. » Amara ne put se retenir. Sa poitrine s'ouvrit alors qu'elle s'agenouillait et les serrait tous les deux dans ses bras. Ils étaient chauds, solides, vivants, en sécurité. Elle ne pleurait pas de tristesse. Pas cette fois. Ce n'était pas des larmes de perte. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. Le genre de larmes qui viennent quand on réalise que peut-être, juste peut-être, la bonté ne se fait pas avaler par le monde après tout. Elle les serra fort, puis se recula pour les regarder dans les yeux. « Je suis si fière de vous, » murmura-t-elle. « Vous allez avoir une vie magnifique. N'oubliez pas qui vous êtes. »« Nous n'oublierons pas, » dit Ellie, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Nous vous écrirons. Nous appellerons si nous pouvons. » Amara sourit à travers le flou. « Vous avez intérêt. » Ils s'étreignirent une dernière fois. Et puis ils partirent, marchant main dans la main sur le trottoir vers une voiture qui attendait, avec une femme aux lunettes de soleil et au sourire bienveillant qui leur tenait la porte ouverte. Léna fit un signe de la main. Ellie se retourna une dernière fois, puis ils disparurent. Elle resta là longtemps, le dessin serré contre sa poitrine, le soleil du matin réchauffant maintenant son visage au lieu de ses os. 15 ans passèrent. Les saisons changèrent. Les gens vinrent et partirent. Le restaurant finit par fermer, vendu à une chaîne qui servait des œufs en poudre et du café à queue. Amara passa à Autrequoisa. Elle épousa Jacques, le cuisinier dégingandé et de bonne composition qui lui glissait des crêpes supplémentaires les mauvais jours. Il avait toujours eu les yeux calmes et les mains douces. Ils ouvrirent leur propre établissement de l'autre côté de la ville, un petit bâtiment en briques avec de larges fenêtres et du lierre grimpant sur le toit. Ils l'appelèrent la Petite Flamme. À l'intérieur, l'odeur des biscuits au romarin et de la soupe de lentilles accueillait tout le monde de la même manière. Pas de costume, pas d'uniforme, juste des gens, des assiettes et de la chaleur. La mère d'Amara n'eut jamais l'occasion de s'asseoir à l'une de ces tables. Elle mourut 5 ans après leur mariage, doucement, paisiblement, avec Amara lui tenant la main. Dans son dernier souffle, elle murmura « Garde ce cœur, mon enfant. Le monde en a besoin, et toi aussi. » Maintenant, Amara portait son écharpe, toujours bleue, toujours effilochée, et gardait le dessin dans un cadre doré au-dessus de la caisse. Les clients posaient toujours des questions à ce sujet. Certains pensaient que c'était religieux. D'autres disaient que cela ressemblait à un esprit gardien. Amara se contentait de sourire. « C'est un souvenir, disait-elle, d'un temps où je me suis souvenu de qui je voulais être. » Et les matins froids, lorsque la lumière frappait le cadre juste comme il fallait, l'ange dans la neige semblait scintiller comme s'il veillait encore, protégeait encore, attendait encore la prochaine Nia me abriter. Cela commença par des chuchotements, le genre qui s'infiltrait dans la ville comme un courant d'air froid sous une porte verrouillée. Une toux par-ci, une crampe par-là. La tante de quelqu'un dit que son estomac n'était pas tranquille depuis le déjeuner. Une adolescente posta une vidéo disant qu'elle se sentait horriblement mal après avoir mangé un bol de soupe de lentilles. À la tombée de la nuit, les rumeurs étaient devenues des gros titres. Intoxication alimentaire à la Petite Flamme. Épidémie à Valombre. Restaurant sous le feu des critiques. Amara ne vit pas la première vague arriver. La journée avait commencé comme n'importe quelle autre. La lumière du soleil à travers les vitres. Le rire de sa fille résonnant depuis la cuisine pendant que Jacques faisait sauter des crêpes. Les tables étaient en pleine, les habitués discutaient chaleureusement. Quelqu'un laissa même un pourboire en forme de cœur. Et puis la porte d'entrée s'ouvrit violemment. Une foule, pas seulement quelques personnes, des dizaines, en colère, bruyants, confus, des visages qu'elle connaissait, des voisins, d'anciens clients, des inconnus avec des téléphones filmant chacun de ses mouvements. Les accusations fusèrent. « J'ai mangé ici hier et je vomis depuis l'aube. Vous avez servi du poulet cru à mon neveu.
Vous empoisonnez les gens pour économiser de l'argent. » Amara se tenait derrière le comptoir, le cœur battant si fort qu'il emplissait ses oreilles. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais le bruit l'avala. Les appareils photo flashèrent. Quelqu'un jeta un porte-serviette. Un enfant se mit à pleurer. Et puis elle le vit. Barreau, debout à l'avant de la foule comme un chef d'orchestre sans musique. La même carrure lourde, bien qu'alourdie maintenant par l'amertume et le ressentiment. Sa barbe était négligée, ses yeux vitreux de victoire. « Je vous avais prévenu », cria-t-il, les bras étendus comme un prêtre à un enterrement. « Je vous ai dit que cet endroit était une façade. Je vous ai dit qu'elle rognerait sur les dépenses pour se faire de l'argent. Vous n'avez simplement pas voulu écouter. » La foule rugit. Les genoux d'Amara fléchirent. Barreau se tourna vers les policiers, qui se frayassent maintenant un chemin à travers la foule. « Elle devrait être arrêtée, » déclara-t-il, la voix basse et venimeuse. « Ce n'est pas juste une infraction alimentaire. C'est une mise en danger de la vie d'autrui, une tentative d'homicide involontaire. Peut-être que des enfants sont tombés malades, des familles sont tombées malades. »« Ce n'est pas vrai, » dit Amara à peine au-dessus d'un murmure. « Vous traitez tout le monde ici de menteur, lança-t-il. Vous empoisonnez les gens en souriant. Vous croyez que juste parce que vous distribuez du pain gratuit avec la soupe, vous êtes une sainte ?» Amara regarda les officiers. Ils n'osèrent pas croiser son regard. L'un d'eux sortit des menottes. Sa poitrine se serra, ses mains se mirent à trembler. Jacques arriva en courant de l'arrière-cuisine, poussant leur fille derrière lui, les yeux affolés. « Qu'est-ce qui se passe ?» aboya-t-il, mais l'officier leva une main vers lui. « Monsieur, veuillez reculer. » Le visage de leur fille, Solène, apparut derrière sa jambe, la confusion mêlée de peur. « Je n'ai pas fait ça, » murmura Amara à moitié pour elle-même. « Je n'ai jamais fait de mal à personne. » Mais personne ne l'entendit, ou pire, il s'en fichait. Les cris atteignirent leur paroxysme. La loi n'avait pas besoin de faits quand la ville avait déjà pris sa décision. C'était le genre de scène qu'Amara n'avait vu que dans ses cauchemars, une où le bien que vous avez fait dans le passé ne peut pas parler assez fort pour couvrir un mensonge présent. Et puis, de nulle part, le bruit de Plain eusse crissant sur le gravier. Une voiture noire et élégante s'arrêta au bord du trottoir, polie comme un miroir, les vitres teintées, le moteur ronronnant comme une respiration retenue. Tout s'arrêta. La foule s'écarta comme l'eau, alors qu'un homme grand sortit du côté passager. Jeune, vif, costume taillé à la perfection, il marchait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui n'avait rien à prouver et tout à protéger. Derrière lui venait une femme dans un manteau anthracite, familière d'une manière qu'Amara ne pouvait situer, et un technicien en jean portant une petite mallette noire. L'homme ne dit pas un mot au début. Il observa la foule, le bâtiment, les signes du chaos. Puis son regard se posa sur Amara, et il sourit. Pas avec suffisance, pas avec malice, mais avec mémoire. Le souffle d'Amara se coupa dans sa gorge. Quelque chose remua dans sa poitrine. Une chaleur enfouie sous des couches de peur et d'incrédulité. Elle ne savait pas encore pourquoi il était là, qui il était, ou ce qu'il avait l'intention de faire. Mais quelque chose au plus profond d'elle-même lui disait qu'elle avait déjà vu ce sourire. Une fois, il y a longtemps, à travers un voile de neige et de silence. L'homme s'approcha, dépassant la police, les sceptiques, les mensonges encore suspendus lourdement dans l'air. Sa voix était stable et douce, mais elle portait un poids, le genre qui faisait taire les gens au milieu d'une respiration. « J'aimerais voir la cuisine, » dit-il. L'officier hésita. « Qui êtes-vous exactement, monsieur ?» L'homme plongea la main dans son manteau, sortit une carte et la montra à l'officier, puis à la foule, qui se pencha, curieuse et confuse. « Élie Marin, PDG, groupe culinaire Hearthstone. » Des murmures s'élevèrent, comme le vent bruissant dans des feuilles cassantes. Hearthstone, un empire, des restaurants 5 étoiles sur 3 continents, des apparitions à la thé, les visions, des prix de philanthropie, un nom qu'on n'entendait pas à Valombre sauf à la télé. Mais Élie, le garçon de la neige, elle sentit ses genoux trembler, son souffle se bloquer, ses mains trembler, et toujours elle ne pouvait parler. Léna s'avança alors, plus grande maintenant, élégante, ses doigts tachés d'encre, son manteau brodé d'un motif de tournesol. Elle ne parla pas non plus. Elle prit simplement la main d'Amara, la serra fort et hocha la tête. Ce même signe de tête qu'elle faisait de derrière le bras d'Élie quand le monde semblait trop froid pour être affronté. « Nous ne vous avons jamais oublié, » murmura Léna. Élie se tourna vers le technicien. « Sam lance l'analyse. »
Sam s'accroupit près de l'entrée de la ruelle latérale, ouvrant sa mallette et sortant un petit appareil connecté à un moniteur. L'arrivée d'eau principale passe derrière ce mur, dit-il, ses doigts volant sur un pavé tactile. Le tuyau de la cuisine ne est accessible par le conduit externe. Il n'y a pas de caméra là derrière, dit Barrow à voix haute depuis la foule, la voix stridente et sur la défensive. Ils ne trouveront rien. C'est juste de la frime. Les yeux d'Ellie ne quittèrent pas l'écran. Il y a toujours un témoin, dit-il, plus pour lui-même que pour quiconque. Et puis Sam leva la tête. Trouvé. Le moniteur affichait une séquence horodatée. Basse résolution, granuleuse, mais assez claire. Un homme dans un manteau épais accroupi derrière le restaurant. Il plongea la main dans sa poche, un petit sac en plastique. Une main gantée dévissa la vanne de service et versa quelque chose dans la conduite d'eau de la cuisine. Le visage était obscurci jusqu'à ce qu'il se tourne très légèrement et que la vieille lumière de sécurité attrape son profil. Le silence qui suivit la fin de la vidéo était épais, dense de choc, de honte et de la froide réalisation qu'une tempête venait de changer de direction. Sur l'écran, figé en pleine action, se trouvait Barrow. Pas une silhouette sombre ou un contour vague, mais Barrow, clair comme le jour. Sa carrure épaisse recroquevillée près du mur extérieur du restaurant, des gants serrés autour d'un sac en plastique, sa buée se condensant dans l'air froid alors qu'il ouvrait une vanne de service derrière la petite flamme. La neige autour de lui brillait sous la lumière de sécurité, projetant des ombres dures. Et puis le tournant, ce bref regard vers le haut juste assez pour que le côté de son visage capte la lumière. Il n'y avait pas à s'y tromper. La cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, pâle mais indubitable, avait toujours été une marque de son tempérament, gagnée lors d'un coup de colère contre une porte de placard de cuisine des années auparavant. Amara l'avait vue presque tous les jours où elle avait travaillé sous ses ordres, alors qu'il aboyait des ordres qui s'en prenaient à tous ceux qui lui rappelaient son propre échec. Maintenant, la cicatrice racontait une autre histoire. La foule, autrefois si bruyante et prompte à condamner, sembla se replier sur elle-même. Quelqu'un au fond murmura « Mon Dieu !» Un autre homme fit un lent pas en arrière. Une femme serra son enfant plus près d'elle, comme si elle réalisait trop tard que le véritable danger ne venait pas de la femme derrière le comptoir, mais de l'homme qui se tenait à leur côté depuis le début. Barrow ne bougea pas au début. Il cligna des yeux, ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Quand il retrouva enfin sa voix, elle était plus mince, tendue par le désespoir. « Ça pourrait être n'importe qui, dit-il, moitié riant, moitié suppliant. Allons, une vidéo granuleuse. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un sur la base de ça. » Ellie, debout à côté du technicien, ne se tourna même pas vers lui. Ses yeux restèrent tout fixés sur l'écran, en figé. Vérifiez l'horodatage, croisez-le avec les registres de livraison. La contamination de l'eau a commencé précisément 40 minutes après ce moment. Personne d'autre n'avait accès à cette conduite d'arrivée d'eau. Personne sauf vous. Le visage de Barrow rougit puis pâlit. Il se tourna vers le policier le plus proche. « Toi? Tu me connais, Eric. Tu me connais. J'ai dirigé des cuisines dans cette ville pendant 30 ans. Cette femme, elle vous manipule tous. Elle a des tours, de la sympathie, une sorte d'histoire, mais elle n'est pas nette. Elle ment. Elle a toujours joué un rôle. » L'officier, un homme d'une 40aine d'années aux yeux lourds et à l'insigne qui paraissait trop poli pour une si vieille ville, secoua la tête. « Je sais qui tu es, Barrow. C'est exactement pourquoi tout ça a du sens. » Un autre officier s'avança. « Barrow Denton, vous êtes en état d'arrestation pour sabotage d'infrastructures alimentaires, mise en dé, enguet de la vie d'autrui et complot en vue de nuire à la santé publique. Retournez-vous et placez vos mains derrière votre dos. » Ses mains restèrent en l'air, tremblantes. « Non, non, c'est ridicule. » Mais il ne résista pas. Quand les menottes se refermèrent sur ses poignets, le clic fut doux mais final, comme la note de fin d'un requiem. Il fut emmené à travers la foule, les yeux écarquillés, les lèvres serrées. Il regarda les gens à qui il avait autrefois offert le café, qui l'avaient salué sur les trottoirs, qui l'avaient un jour craint et respecté à parts égales. Mais maintenant, ils détournèrent les yeux. Une femme siffla entre ses dents serrées. « Vous avez empoisonné ma nièce. » Quelqu'un d'autre cracha près de ses chaussures. Il n'était plus le plus puissant dans la pièce. Il était un homme défait. En passant devant Amara, il osa croiser son regard. Pendant un instant, la haine avait disparu. L'arrogance aussi. À leur place se trouvait l'incrédulité,
une incrédulité pure et profonde que la femme qui l'avait piétinée, méprisée et moquée, lui avait survécu. Mais Amara ne détourna pas le regard. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. Le monde avait enfin vu. Alors que les murmures s'estompaient et que la voiture de police transportant Barrow s'éloignait dans la rue, Amara se tenait dans le silence feutré qui suivit, comme si le monde avait été maintenu en tension et osait maintenant expirer. L'écran était éteint. Les preuves avaient reparlé. La tempête était passée, mais le poids émotionnel n'avait pas quitté sa poitrine. Elle se tourna vers l'homme qui avait rendu tout cela possible. Élie. Son costume était impeccable, son visage plus âgé, défini maintenant, non pas par les années perdues, mais par un but atteint. Mais il y avait quelque chose d'inchangé, quelque chose dans les yeux, dans l'immobilité de sa posture. Ce n'était plus un garçon. Mais Amara Conen, c'est ses yeux. Elle les avait vus se remplir de neige et de chagrin alors qu'il serrait sa sœur dans le noir. Maintenant, il la regardait, comme un homme pourrait regarder un phare après avoir traversé une mer sans fin. « Élie » murmura-t-elle. Juste le nom, et en ce seul mot, tout revint. La neige, la faim, le coup discret à la porte, l'écharpe, le feu qu'elle avait essayé de maintenir allumé quand le monde autour d'eux s'était transformé en givre. Il s'avança. Ça fait longtemps. Elle hocha la tête, la voix prise dans sa gorge. 15 ans. Léna apparut à ses côtés, plus grande maintenant, à la posture royale, vêtue de tonsure, à l'exception d'une touche de bleu. Une écharpe peinte drapée sur une épaule. Ses mains étaient légèrement tachées de fusain et de couleurs, les ongles coupés courts. Amara eut un léger hoquet en réalisant que c'étaient les mains d'une artiste. La petite fille aux doigts rouges et aux yeux affamés rayait maintenant de la beauté pour le monde. « Vous avez l'air… » Amara ne termina pas. Léna sourit doucement. « Nous sommes devenus ce que vous croyiez que nous pouvions être. » Puis elle plongea la main dans un long étui en toile qu'elle portait en bandoulière. Soigneusement, avec révérence, elle en sortit un tableau encadré enveloppé dans un tissu doux. Elle retira la couverture. C'était elle, Amara, dans la neige, agenouillée, les bras ouverts, les plis de son manteau peints dans des tons de terre profonds, son écharpe captant la lumière comme un vitrail. Derrière elle, 2 petits enfants enveloppés dans sa chaleur. La neige tourbillonnait autour d'eux, mais aucune ne les touchait. La tempête n'avait aucun pouvoir là où elle s'agenouillait. Le tableau brillait. Des larmes coulèrent sur les joues d'Amara. Elle toucha le cadre de ses doigts, tremblant. « C'est toi qui as peint ça ?» Léna hocha la tête. « Il m'a fallu des années pour le finir. J'ai dû attendre d'être assez forte pour affronter à nouveau cette nuit. » La voix d'Amara était à peine audible. « Pourquoi la porter ici ?»« Parce que c'est ici que l'histoire a commencé, » dit doucement Élie. « Et c'est ici qu'elle doit être honorée. » Elle les regarda l'un après l'autre. « Vous m'avez sauvé aujourd'hui. » Élie secoua la tête. « Vous nous avez sauvés en premier. Nous n'avons fait que rendre ce que vous avez donné librement. » Ils s'étreignirent, tous les trois, dans l'émerveillement silencieux qui vient de la certitude que quelque chose de profond a bouclé la boucle. Elle les serra comme elle l'avait fait autrefois, et pendant un instant, malgré les années, malgré le bruit, ils étaient de nouveau 3 âmes dans la neige, s'accrochant les unes aux autres pour se réchauffer. Des semaines plus tard, le tableau était désormais accroché au cœur de la petite flamme, au-dessus de la cheminée, encadré d'acajou, éclairé par de douces appliques ambrées. Les visiteurs le contemplaient, émus non seulement par sa qualité artistique, mais aussi par l'esprit qu'il dégageait, celui de la survie, de la mémoire, du refus tranquille d'une femme de cesser de se soucier des autres. En dessous, sur une plaque de laiton gravée d'une écriture calme, la bonté n'a pas besoin de preuves. Elle vit éternellement en ceux qui sont sauvés de l'obscurité. Et chaque soir, avant de fermer, Amara se tenait en dessous, sa main effleurant le cadre, son cœur stable, ses yeux levés, non pas avec tristesse, mais avec gratitude. Elle n'avait pas été oubliée, on s'était souvenu d'elle. Et à travers elle, la ville s'était souvenue de quelque chose d'elle-même.